J'ai décidé de rentrer plus tôt, les médicaments pour mon mari à la main. Depuis 8 mois, il luttait contre le cancer, et j'avais déjà mis en gage tout ce que je possédais pour sa guérison. Mais lorsque j'ai entendu sa conversation téléphonique, mon monde s'est effondré. Avant de commencer, s'il vous plaît, écrivez en commentaire d'où vous nous regardez. Nous sommes curieux. Nous espérons que vous apprécierez cette histoire déchirante. Hélène marchait à grands pas sur le trottoir. Elle serrait contre sa poitrine un sac de pharmacie. À l'intérieur se trouvaient les médicaments qui avaient englouti presque tout l'argent qui lui restait sur sa carte bancaire, environ 130 €. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de sa marche rapide, mais aussi à cause de l'inquiétude constante qui était devenue sa compagne ces 8 derniers mois. Tout avait changé 8 mois plus tôt, lorsque Louis était rentré à la maison, le visage blême, et avait prononcé ces mots que tout le monde redoute. « Hélène, j'ai un cancer. » Il ne lui était même pas venu à l'esprit de douter. Son mari lui avait montré des certificats médicaux, des résultats de laboratoire et des ordonnances pour des traitements coûteux. Les médecins parlaient de chimiothérapie, d'opération, et du fait que le temps pressait et que seul un traitement médical extrêmement onéreux pouvait lui donner un espoir. Les premiers mois furent un cauchemar. Hélène vendit sa voiture, une vieille Renault Clio blanche dont elle était fière. Elle contracta un prêt à taux d'intérêt élevé auprès d'un organisme de crédit. C'est d'une main tremblante qu'elle signa les papiers. Et lorsque l'argent ne suffit plus, elle toucha à ce qu'elle avait de plus sacré, l'héritage de sa mère. Sa mère, Isabelle, avait délibérément mis de côté 90 000 € pour des situations imprévues, comme une maladie grave ou d'autres problèmes. « Prends-en soin, ma fille », lui avait dit Isabelle. « On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. » Et c'était arrivé. Hélène dépensa jusqu'au dernier centime pour la guérison de son mari. Des cliniques privées aux couloirs impeccables et au personnel poli, des médecins en costume cher, des médicaments aux noms étrangers, des interventions réalisées avec des machines modernes. Chaque fois qu'elle retirait une grosse somme d'argent au distributeur, sa poitrine se serrait de douleur. Non par avarice, mais parce qu'elle savait qu'elle dépensait la dernière fortune que sa mère, simple infirmière dans un hôpital public, avait mis toute une vie à amasser. Hélène travaillait comme vendeuse dans une petite papeterie du centre-ville. Son salaire était modeste. Une fois payées les factures d'électricité et d'eau qui augmentaient chaque mois et achetées les denrées de première nécessité, il ne lui restait presque rien. Louis, quant à lui, ne travaillait plus depuis 6 mois. Sa maladie, disait-il, ne lui permettait pas de rester longtemps debout. Avant sa maladie, il était mécanicien dans un petit garage et ramenait un salaire décent à la maison. Hélène avait appris à économiser sur tout. Elle achetait les produits les moins chers dans les rayons promotionnels des supermarchés. Elle étudiait chaque réduction et comptait chaque centime. Elle portait de vieux vêtements depuis des années, avait cessé d'aller chez le coiffeur et d'acheter du maquillage. Même pour le café, elle achetait la version soluble la moins chère. Tout cela uniquement pour que son mari ait ses médicaments, pour qu'il ait la force de se battre. Elle croyait que si elle faisait tout son possible, si elle ne lésinait ni sur l'argent ni sur le temps, il vaincrait cette terrible maladie. Les voisins admiraient sa loyauté. « Quelle bonne épouse tu fais, Hélène ?» lui disait Madame Dubois par-dessus la clôture, en hochant la tête. Toutes les femmes ne s'occuperaient pas de leur mari comme ça. Beaucoup se seraient enfuis depuis longtemps. Hélène se contentait de sourire tristement, en rajustant sa vieille blouse sur son épaule. Comment aurait-elle pu faire autrement? Ils formaient une famille. Ils s'étaient mariés devant l'autel 5 ans plus tôt, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Ces dernières semaines, les tâches ménagères étaient devenues encore plus difficiles. Louis se plaignait d'une grande faiblesse, demandait un verre d'eau ou qu'on lui arrange son oreiller. La nuit, elle se levait plusieurs fois pour s'occuper de lui. Pendant la journée, elle rentrait précipitamment du travail pour le nourrir, lui donner ses médicaments et prendre sa température. Le médecin lui avait expliqué au téléphone que la maladie s'aggravait et qu'il fallait de nouveaux médicaments, plus puissants. C'est ce qu'Hélène transportait dans son sac, pour 130 €, presque tout son salaire mensuel. Il ne lui restait presque rien pour la nourriture. Mais que pouvait-elle y faire? Le plus important était que son mari se sente mieux. En tournant dans sa rue, Hélène aperçut les maisons familières. Des pavillons à un étage avec de petits jardins. Leur maison se trouvait au bout de la rue, derrière un portail en métal vert. Elle avait hérité de la maison de ses parents. Une maison solide en parpaing avec un toit de tuiles rouges, un petit jardin et le tronc d'un vieux noyer près du perron. C'est là qu'ils avaient passé leurs plus belles années ensemble. C'est là qu'ils avaient rêvé d'enfants, planifié l'avenir et accueilli des invités pour des barbecues dans le jardin. Maintenant, la maison semblait sombre et silencieuse, comme si la maladie de son mari avait empoisonné l'atmosphère même.
En s'approchant du portail, Hélène remarqua quelque chose d'étrange. Le portail en métal était entr'ouvert, se balançant dans le vent faible. Même malade, Louis veillait toujours à ce que le portail soit fermé. « La sécurité est la chose la plus importante », répétait-il. Toutes sortes de gens traînent dans les rues. Et voilà qu'il était ouvert, comme celui d'une maison abandonnée. Peut-être que le facteur était passé et avait oublié de le fermer, ou que leur voisine, Madame Dubois, était venue rendre visite à Louis. La vieille dame apportait souvent des plats faits maison et s'enquérait de l'état du malade. Hélène haussa les épaules et poussa le portail. Il grinça comme d'habitude. Il faudrait huiler les gonds, mais elle n'en avait pas eu le temps. Dans la cour, les feuilles sèches tombées du noyer et de l'arbre du voisin craquaient sous ses pieds. Hélène n'avait pas fait le ménage depuis longtemps, tout son temps étant consacré aux soins de son mari, au travail et aux visites interminables chez le médecin et à la pharmacie. Les feuilles jaunes et rouges recouvraient le chemin menant au perron comme un épais tapis. Elle s'arrêta sur le perron et tendit l'oreille. La maison était étonnamment silencieuse. D'habitude, Louis laissait la télévision allumée du matin au soir. Il disait que le bruit l'aidait à oublier la douleur et les pensées sombres. Il aimait regarder les informations, puis des films ou des séries. Mais maintenant, aucun son ne se faisait entendre. Même le vieux parquet de l'étage ne craquait pas, alors qu'il craquait toujours lorsque son mari allait à la salle de bain ou à la fenêtre. Hélène ouvrit doucement la porte avec sa clé et entra dans le vestibule. Une odeur de renfermé et de bois s'en dégageait, mêlée à une légère odeur de médicaments. Sur le porte-manteau, il n'y avait que sa veste et le vieux coupe-vent bleu de Louis, qu'il ne portait plus depuis des mois. Elle ôta ses chaussures, les rangea soigneusement sur l'étagère à chaussures et posa le sac de pharmacie sur la petite table à côté du miroir. « Louis » appela-t-elle doucement, en écoutant le silence de la maison. Aucune réponse. Peut-être qu'il dort. Ces derniers jours, il dormait souvent. « C'est plus facile de supporter la douleur et d'oublier quand je dors, » disait-il. Parfois, il dormait des heures en plein milieu de la journée. Hélène entra lentement dans le salon. Personne sur le canapé. La couverture était soigneusement pliée. Elle jeta un coup d'œil dans la cuisine. Personne non plus. Seule la tasse du matin était dans l'évier. Cela signifie qu'il est en haut, dans la chambre. Elle posa déjà la main sur la rampe en bois de l'escalier pour monter au premier étage, quand soudain elle entendit quelque chose d'en haut. Au début, elle ne comprit pas ce que c'était, mais ensuite elle le reconnut. Un rire. Louis riait. Pas fort, mais clairement audible. Il riait là, haut, dans leur chambre. Hélène se figea sur la première marche, s'agrippant encore plus fort à la rampe. Quand avait-elle entendu son mari rire pour la dernière fois? Peut-être il y a 3 mois, ou 4, quand il regardait encore une comédie à la télévision. Ensuite, la maladie l'avait complètement affaibli, et le rire avait disparu de leur maison. Et maintenant, c'était le rire d'un homme en bonne santé, un rire franc et léger, sans aucune trace de cette voix forcée qui était devenue habituelle chez son mari ces derniers mois. Son cœur se mit à battre plus fort, sous le coup d'un espoir soudain. Peut-être qu'il va vraiment mieux, peut-être que les médicaments et les traitements coûteux font enfin effet et qu'il est sur la voie de la guérison. Mon Dieu, comme elle avait rêvé d'entendre ce son. Le rire franc et sain de son mari. Hélène monta lentement les escaliers en bois qui craquaient, en essayant de ne pas faire de bruit. Chaque marche grinçait familièrement. Au fil des années qu'ils avaient vécues dans la maison, elle connaissait par cœur chaque son. D'habitude, Louis entendait déjà ses pas d'en bas et l'appelait « Hélène, c'est toi ?» Mais maintenant, le rire discret continuait là, haut. Arrivée au premier étage, elle s'arrêta dans le couloir. La porte de la chambre était entr'ouverte, et c'est de là que provenait la voix de son mari. Il parlait au téléphone avec quelqu'un, et sa voix était vive. Aucune trace de la faiblesse dans sa voix qui était devenue habituelle ces derniers mois. Oui, tout se passe comme prévu. Elle entendit la voix familière de Louis. Hélène s'approcha de la porte, se cachant derrière le chambranle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que son mari ne l'entende. « Sophie, je te le dis, elle ne se doute de rien, » continua Louis. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui donna la chair de poule à Hélène. Sophie, sa cousine. Sophie, la même personne qui avait soutenu Hélène pendant tous ces mois. Elle venait lui rendre visite pour l'aider à soigner le malade, apportait de la nourriture et des paroles réconfortantes. Hélène s'adossa au mur, sentant sa poitrine se serrer sous l'effet d'un mauvais pressentiment inexplicable. « Écoute, c'est une épouse si attentionnée, » rit Louis, et ce rire fut comme un poignard dans son oreille. « Elle vient de courir à la pharmacie. Elle a sûrement dépensé son dernier sou pour mes médicaments. Quelle idiote !» Hélène eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'avait-il dit?
idiote à sa femme, qui depuis 8 mois ne dormait pas la nuit pour le soigner. Oui, tout se passe selon notre plan. Elle a même utilisé l'héritage de sa mère. Imagine, 90 000 euros. Je pensais que cette avare d'Isabelle ne donnerait jamais d'argent, mais elle en a quand même donné pour la guérison de son gendre bien-aimé. Louis éclata de rire, un rire qui fit presque reculer Hélène de la porte. Il n'y avait aucune humanité dans ce rire, seulement la fierté et la satisfaction de la tromperie. « Sophie, je te le dis, elle est tellement stupide », résonna la voix de son mari, pleine de joie. Il ne lui est même pas venu à l'esprit de vérifier les certificats médicaux à l'hôpital. Elle a tout cru, et je lui ai raconté toutes sortes d'histoires sur la chimiothérapie, les opérations. Je suis moi-même surpris de mon imagination. Une voix de femme se fit entendre au téléphone. La voix de Sophie. « Louis, tu es un génie. Tu te souviens quand je pleurais à côté d'elle, quand tu faisais semblant d'être très mal en point? Elle était si reconnaissante de mon soutien. Oui, tu as très bien joué la comédie. » La loua Louis. « Surtout quand tu faisais semblant de t'inquiéter pour ma santé, alors qu'en réalité tu achetais déjà nos billets pour Genève. À ce propos, quand est-ce qu'on retire le dernier argent et qu'on part ?» La voix de Sophie devint sérieuse. « J'en ai assez de cette comédie. J'ai déjà loué un appartement à Genève, comme nous en avions convenu. » Hélène était là, adossée au mur, sentant le monde entier s'effondrer autour d'elle. Les 8 derniers mois de sa vie n'étaient qu'un mensonge. Chaque nuit blanche passée au chevet de son mari, chaque centime dépensé, chaque larme versée, tout n'était qu'une tromperie. « Pas de problème pour l'argent, » dit Louis avec assurance. « Elle a encore des réserves. Je vais lui dire que j'ai besoin d'une opération urgente. Elle retirera sûrement le reste. Merci à l'héritage et à sa stupidité. »« Et la maison ?» demanda Sophie. « La maison n'est pas à moi. Elle est au nom de sa mère, mais ça n'a plus d'importance. L'essentiel, c'est que tout l'argent est à nous, 45 000 euros. Et j'ai accès à ces cartes, c'est assez pour une nouvelle vie. Louis, tu ne la plains pas ?» Il y avait une pointe de doute dans la voix de Sophie. « La plaindre !» Louis rit de nouveau bruyamment. « Sophie, elle est comme une souris grise. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Aucune passion, aucun feu. Elle travaille dans sa petite boutique. Le soir, elle regarde la télé. C'est ennuyeux. Toi, tu es différente. Quand je suis avec toi, la vie est belle. Tu es méchant ?» rit Sophie, mais il y avait de l'admiration dans son rire. « Mais méchant avec intelligence et confiance, » répondit Louis. « J'ai fait semblant d'être mourant pendant 8 mois, et je ne me suis jamais fait prendre. Les papiers sont faux, les résultats de tests sont faux. Je prends des placebos devant elle, et elle a tout cru. Elle est si crédule. » Hélène eut la nausée. Pendant ces mois où elle avait économisé sur chaque centime, acheté les médicaments les plus chers et l'avait soignée comme un bébé, il ne faisait que se moquer d'elle. Avec sa propre cousine, il planifiait de s'enfuir avec son argent. « Attends, et si elle découvre tout ?» Sophie commença soudain à s'inquiéter. « Comment ?» répondit Louis calmement. « Elle ne vient même pas avec moi chez le médecin. Je lui ai dit qu'il valait mieux que le malade parle lui-même au médecin, que ce serait difficile pour elle d'entendre les diagnostics. Et cette idiote l'a cru. Elle pensait que je protégeais son âme. Et moi, j'étais sa consolatrice pendant tous ces mois, » gloussa Sophie. « Je lui disais que c'est difficile pour les hommes d'être malades, qu'elle devait être patiente, mais dans son dos, je planifiais déjà avec toi. Tu es mon trésor, » dit Louis tendrement. « Demain, je ferai semblant d'aller beaucoup plus mal. Je lui dirai que j'ai besoin d'une opération urgente à l'étranger. Elle retirera le dernier argent. Et le lendemain, nous serons dans le bus. Le soir, nous serons à Genève. Et si elle demande des papiers pour l'opération ? Je suis le maître de la falsification, » rit Louis. « En 8 mois, je suis devenu si professionnel que je peux copier n'importe quel tampon d'hôpital. » Hélène s'éloigna lentement de la porte, en essayant de ne pas faire de bruit. Ses genoux étaient faibles, sa tête bourdonnait. Elle atteignit l'escalier et, s'agrippant à la rampe, commença à descendre. Maintenant, chaque marche grinçait étrangement, comme si la maison elle-même avait appris la vérité et gémissait de douleur. Dans le vestibule, elle s'arrêta. Elle regarda le sac de pharmacie, 130 euros. Presque tout son salaire mensuel, dépensé pour de faux médicaments. Pour un homme en bonne santé qui, là-haut, planifiait de la voler et de l'abandonner. D'une main tremblante, elle remit ses chaussures. Le rire de Louis et de Sophie résonnait encore à ses oreilles. Idiote, crédule, une souris grise. C'est ainsi qu'il l'appelait. C'est ainsi que la voyait l'homme à qui elle avait tout donné. Argent, temps, santé et amour. Hélène ouvrit doucement la porte et sortit sur le perron.
L'air frais du soir lui fouetta le visage, mais elle ne sentait pas le froid. Elle était si vide et endolorie à l'intérieur qu'aucune météo ne pouvait l'affecter. Elle ferma la porte et traversa lentement la cour en direction du portail. Les feuilles sèches craquaient sous ses pieds, mais maintenant leur son semblait malveillant. Tout le monde familier était devenu étranger et dangereux en quelques minutes. Elle s'arrêta au portail et se retourna vers la maison. En haut, à la fenêtre de la chambre, une ombre bougea. Peu. Être Louis s'approchait-il de la fenêtre. Un homme sain, fort et satisfait, qui l'avait trompée pendant 8 mois et qui maintenant planifiait de la dépouiller complètement. Hélène sortit par le portail et le referma doucement. Elle n'avait nulle part où aller. La maison n'était plus son foyer, mais elle savait où elle allait, vers la seule personne qui ne la trahirait jamais et qui la comprendrait toujours, sa mère. Hélène se mit en marche dans la rue, ne sentant plus ses jambes. Le trajet en bus jusqu'à l'appartement de sa mère était long, près d'1 heure, mais elle ne vit pas le temps passer. Dans sa tête, des fragments de la conversation de Louis et de Sophie se rejouaient sans cesse. Chaque mot était comme un couteau. Idiote, crédule, une souris grise. Était-elle vraiment comme ça? Ces années de mariage n'avaient-elles servi à rien? Sa mère vivait dans un vieil immeuble de 5 étages en périphérie de la ville, dans le même appartement où Hélène avait grandi. Un petit 2 pièces au 3e étage, avec vue sur une aire de jeux et de vieux arbres. En montant l'escalier familier, Hélène se sentit soudain comme une petite fille qui courait se plaindre à sa mère après avoir été blessée. Isabelle ouvrit la porte immédiatement, comme si elle l'attendait. C'était une femme grande et imposante, la soixantaine, les cheveux gris coiffés en un chignon soigné. Ses yeux étaient gris, comme ceux d'Hélène, mais plus vifs et plus attentifs. « Hélène !» s'étonna sa mère. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es si pâle. » Hélène entra silencieusement dans l'appartement, ôta sa veste et s'assit sur le canapé du salon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua qu'elle n'avait pas apporté le sac de médicaments. Elle l'avait laissé dans le vestibule, sur la petite table. « Maman » commença-t-elle doucement, la voix tremblante. « Louis n'est pas malade. » Isabelle s'arrêta au milieu de la pièce, tenant une tasse de thé qu'elle voulait donner à sa fille. « Qu'est-ce que tu dis? Il est en parfaite santé. Il n'a rien du tout. Il m'a trompée pendant 8 mois, et il prévoit de s'enfuir avec Sophie, avec tes millions de francs. » Isabelle posa la tasse sur la table et s'assit lentement sur le fauteuil en face de sa fille. Son visage était calme, mais ses yeux s'étaient assombris. « Raconte-moi tout en détail. » Et Hélène raconta tout. Comment elle était rentrée plus tôt. Le portail ouvert et le silence étrange, le rire provenant de la chambre et la conversation qu'elle avait entendue. Les plans de fuite à Genève et les insultes sur sa stupidité. Elle parla longtemps, fondant parfois en sanglots, s'arrêtant parfois pour maîtriser sa voix tremblante. Sa mère l'écouta en silence, le visage de plus en plus sombre. Quand Hélène eut terminé, le silence s'installa dans la pièce. « Maman, j'ai été si stupide, » murmura Hélène. « Comment ai-je pu le croire, comment n'ai-je rien remarqué? » « Tu n'es pas stupide, » dit Isabelle fermement. « Tu es crédule. C'est différent. Tu as cru ton mari parce que tu l'aimais, et il a profité de ton amour. Mais pourquoi n'ai-je rien remarqué? Il devait y avoir des signes. » Isabelle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda longuement dehors, puis elle se tourna vers sa fille. « Hélène, je dois te dire quelque chose. Ça fait longtemps que je soupçonne que quelque chose ne va pas avec Louis. »« Quoi ?» Hélène leva la tête, stupéfaite. « Il y a 3 mois, je l'ai vu par hasard au centre commercial. Je revenais de chez le médecin pour un contrôle, et je l'ai vu sortir d'un magasin de sport avec de grands sacs en papier à la main. Quand il m'a vu, il a pâli. Il a commencé à bégayer et à chercher des excuses. Du sport? Hélène ne comprenait pas pourquoi un malade aurait besoin d'équipement de sport. C'est ce que je me suis dit aussi. De plus, il avait l'air en bonne santé, le teint rose, plein d'énergie, pas du tout comme quelqu'un qui subit une chimiothérapie. Hélène se souvint qu'il y a 3 mois, Louis était rentré très fatigué, se plaignant de faiblesse. Il s'avérait qu'il se promenait secrètement au centre commercial. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Isabelle soupira profondément. « Qu'est-ce que j'aurais pu te dire? Que je soupçonne ton mari de te tromper? Tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais juste pensé que je n'aimais pas Louis. » C'était vrai. Hélène n'aurait vraiment pas cru. À l'époque, elle aimait tellement son mari que tout doute sur sa loyauté lui aurait semblé un blasphème. « Et de plus, » continua sa mère, « j'ai commencé à l'observer quand je venais chez vous. J'ai observé son comportement et j'ai remarqué quelques étrangetés. Quelle chose? D'abord, il ne prenait jamais ses médicaments devant moi. Il disait toujours qu'il les avait déjà pris,
ou qu'il les prendrait plus tard. Deuxièmement, quand tu allais au magasin ou à la pharmacie, il devenait soudain plus vif. Et quand tu revenais, il faisait de nouveau semblant d'être faible. Hélène écoutait et sentait son estomac se retourner. Cela signifiait que sa mère savait depuis longtemps, et elle, aveugle, n'avait rien vu. Et le plus important, Isabelle s'approcha de sa fille et s'assit à côté d'elle. « Je ne t'ai pas donné tout l'argent d'un coup. »« Comment ça ?» Sa mère lui prit la main. « Hélène, tu me crois stupide ? 90 000 € est une somme énorme. Je ne peux pas tout te donner sans vérifier où ça va. » Hélène eut le souffle coupé. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je n'ai donné que 70 000 €. Les 20 000 € restants sont à la banque sur un compte séparé, au cas où mes soupçons se vérifieraient. » Hélène regarda sa mère, stupéfaite. Cela signifiait que tout l'argent n'était pas perdu. Cela signifiait que sa mère avait été plus intelligente que tous. Mais ce n'est pas tout. Isabelle se leva et se dirigea vers son bureau. « J'ai préparé autre chose. » Elle ouvrit un tiroir et en sortit un dossier avec des documents. « J'ai copié tous les certificats médicaux que Louis t'a montrés quand tu les as apportés ici. Et j'ai aussi noté les noms des cliniques, des médecins et les dates des traitements. Pourquoi faire ? Pour vérifier. La semaine dernière, je suis allée dans 2 des cliniques où il était censé être traité. Dans aucune d'elles, il ne le connaissait. Les papiers étaient des faux. » Hélène regarda sa mère comme une étrangère. Pendant qu'elle croyait aveuglément son mari, sa mère avait silencieusement et systématiquement rassemblé les preuves de la tromperie. « Maman, pourquoi as-tu gardé le silence ? » « Parce que je savais que tu ne me croirais pas tant que tu n'aurais pas vu la vérité par toi-même. Et maintenant tu l'as vue. » Isabelle s'assit à côté de sa fille et la serra dans ses bras. « Hélène, je comprends à quel point ça fait mal. Mais ce n'est pas le moment de pleurer. Nous devons réfléchir à la prochaine étape. Que suggères-tu ? » Un éclair froid apparut dans les yeux de sa mère. « Que veux-tu ? Partir en silence ? Ou montrer à ce salaud et à ta chère cousine qu'on ne peut pas tromper les gens honnêtes comme ça ?» Hélène sentit quelque chose changer en elle. La douleur et le désespoir furent lentement remplacés par la colère. Oui, ça faisait mal. Oui, elle se sentait trahie et humiliée, mais elle n'allait pas abandonner si facilement. « Je veux qu'ils comprennent. Que je ne suis pas aussi stupide qu'ils le pensent, » dit-elle doucement. « Bien, » acquiesça Isabelle. « Alors, planifions une opération. Une vengeance. Mais comment ? Je n'ai aucune preuve. Personne ne croira qu'il est en bonne santé. Tu te trompes. » Sa mère tapota le dossier rempli de documents. « Nous avons des preuves, et plus qu'assez pour humilier Louis et Sophie devant toute la communauté. » Pour la première fois en cette journée terrible, Hélène sentit une lueur d'espoir. Sa mère avait toujours été intelligente et déterminée. Si elle disait qu'elle avait un plan, cela signifiait qu'elle en avait vraiment un. « À quoi penses-tu » Isabelle sourit, et ce sourire n'était pas amical. « Tu te souviens, Hélène ? Quand nous étions enfants et que nous jouions aux détectives, tu étais toujours douée pour découvrir les secrets. » « Je me souviens. Alors montrons à ton cher mari et à sa cousine que les jeux d'enfants sont parfois très utiles dans la vie des adultes. » Le lendemain, Hélène rentra du travail à l'heure habituelle, s'efforçant de se comporter normalement. Dans son sac, il y avait un petit enregistreur vocal que sa mère lui avait prêté, celui qu'elle utilisait à l'hôpital pour enregistrer les propos des patients pour les médecins. En entrant dans la maison, elle appela comme d'habitude. « Louis, je suis rentrée. Comment te sens-tu » Une voix faible se fit entendre de la chambre. « Mal, Hélène. Très mal. Je n'ai pas pu dormir de la nuit à cause de la douleur. Quel excellent acteur, pensa Hélène en montant les escaliers. Hier, il parlait joyeusement avec Sophie de leur plan de fuite, et maintenant il fait à nouveau semblant d'être mourant. Je vais t'apporter un analgésique, demanda-t-elle avec sollicitude. En entrant dans la chambre, Louis était allongé dans le lit, le visage pâle, les yeux fermés. Quand il vit sa femme, il sourit faiblement. « Merci, ma chérie. Tu es si attentionnée. » Hélène faillit éclater de rire. Attentionnée et idiote. C'est ainsi qu'il l'avait appelée hier, mais elle fit preuve de compréhension. « Tout pour toi, mon chéri. J'apporte le médicament et je prépare le dîner. » Les jours suivants, elle rassembla systématiquement des preuves. Elle cacha l'enregistreur vocal à différents endroits dans la chambre. Derrière les livres sur l'étagère, dans les plis du rideau, sous le lit. Louis, confiante en sa sécurité, parlait quotidiennement avec Sophie, discutant des détails de leur fuite. L'enregistrement le plus important fut fait le mercredi. Sophie. Demain, je lui dirai que j'ai besoin d'une opération urgente dans une clinique privée. 1300 €. Elle courra sûrement demander un prêt à des connaissances, ou vendra quelque chose.
Et si l'argent ne suffit pas, ça suffira. J'ai vu son argent caché dans l'armoire de la cuisine, derrière le bocal de farine. Il y a environ 400 euros. Ajoute à ça le reste sur la carte. Ça fera exactement les 1300. Hélène sourit. Elle avait effectivement de l'argent caché, mais pas 400 euros, seulement 130. Mais ça, Louis ne le savait pas. Jeudi soir, elle fit exprès de rentrer tard du travail pour donner à son mari l'occasion de parler sans être dérangée avec Sophie. L'enregistreur capta leur conversation la plus sincère. « Attends, tu ne plains pas Hélène » demanda Sophie. « Laisse-moi tranquille » répondit Louis avec irritation. « C'est un agneau, pas une femme. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Aucune passion, aucun feu, que du travail et la télé. On meurt d'ennui à côté d'elle. Mais elle a beaucoup dépensé pour toi. Et elle a bien fait. Au moins, elle a servi à quelque chose. Ce n'était que des dépenses, de la nourriture, des vêtements, des factures. Heureusement, à la fin, j'en ai profité. » Louis faisait référence à la fin de leur relation, mais l'expression avait un double sens. Pendant que son mari parlait avec sa maîtresse, Hélène fit tranquillement le tour de la maison avec son téléphone, photographiant tous les documents médicaux qu'il lui avait montrés. Sa mère avait raison. Les papiers étaient manifestement des faux. Les tampons étaient de travers. Les signatures des médecins étaient différentes. Même le nom de certains médicaments était mal orthographié. Vendredi matin, Louis joua la comédie. Il se réveilla le visage pâle, se tenant la poitrine. « Hélène, je me sens très mal. On dirait que la maladie s'aggrave. Nous devons aller chez le médecin immédiatement. »« Chez quel médecin ?» demanda-t-elle avec inquiétude, jouant le rôle de l'épouse aimante. « Chez le docteur Martin. Il m'a appelé hier. Il a dit qu'il y avait encore de l'espoir, mais qu'une opération urgente était nécessaire. » Hélène savait qu'il n'y avait pas de docteur. Martin. C'était aussi un personnage de l'imagination de son mari. « Combien a-t-il dit ?»« 1300 euros. » Louis dit cela d'un ton comme s'il demandait du pain. « Je sais, c'est beaucoup, mais c'est mon seul espoir. Où allons-nous trouver autant d'argent ?» fit semblant de désespérer Hélène. « Je ne sais pas, ma chérie. Être qu'on peut emprunter à d'autres ou vendre quelque chose. » Elle vit les yeux de son mari s'illuminer, pensant déjà au retrait de l'argent et à la fuite rapide avec Sophie. « D'accord, » dit Hélène doucement. « Je vais trouver quelque chose. » Le week-end, elle fit semblant de chercher de l'argent auprès de connaissances. En réalité, elle alla chez sa mère, où elles planifièrent avec Isabelle l'opération finale. « Nous avons tous les enregistrements », résuma sa mère en écoutant les fichiers audio de l'enregistreur. « Plus qu'assez de preuves. Maintenant, il faut choisir le lieu de la révélation. Et si on organisait notre propre petite fête ?» Un éclair de malice apparut dans les yeux d'Isabelle. « Disons, pour célébrer la guérison de Louis. »« Maman, tu es un génie !»« Attends, ce n'est pas tout. J'ai parlé au directeur d'un restaurant. Ils ont une salle privée libre samedi soir. On peut la louer pour quelques heures. » Hélène commençait à comprendre le plan de sa mère. « Tu veux inviter tous les parents et amis ?»« Exactement. Invitons toutes nos connaissances. Disons que l'état de Louis s'est soudainement amélioré et que nous voulons célébrer ça avec nos proches. Et s'il refuse de venir ? Il ne refusera pas. Il sera obligé d'accepter pour ne pas éveiller les soupçons. De plus, puisqu'il guérit, comment pourrait-il refuser une fête ? Tous les détails furent planifiés. Lundi, Hélène annoncerait à Louis la bonne nouvelle. Elle avait réuni l'argent pour l'opération, et c'est pourquoi elle proposerait une fête de famille. « Et le plus important ?» ajouta Isabelle. « J'ai transféré l'argent restant de tes cartes sur mon compte, qu'ils essaient de le trouver. »« Comment ?»« Simplement. Je suis ta mère. Tu m'as donné une procuration spéciale quand tu étais à l'hôpital il y a 2 ans. Elle est toujours valide. » Hélène admirait sa mère. Pendant qu'elle s'inquiétait et souffrait, Isabelle préparait silencieusement et impitoyablement le piège pour les escrocs. Lundi matin, Hélène rentra avec de bonnes nouvelles. « Louis, imagine. J'ai trouvé l'argent pour l'opération. Pas tout de suite, mais l'essentiel c'est qu'on a un début. » Louis faillit se redresser dans le lit de joie, mais il reprit immédiatement son rôle de souffrant. « Vraiment, Hélène ? Tu es l'ange de ma vie. Où l'as-tu trouvé ? J'ai emprunté à des amis. J'ai vendu quelques affaires, et maman a aussi aidé. Elle a dit que c'était le plus important. On dirait que tu te sens mieux. Tu as meilleure mine. » Louis célébrait intérieurement. Le plan fonctionnait. Mais extérieurement, il dit « Oui, je me sens un peu mieux. Être que les médicaments font effet. »« Tu sais à quoi j'ai pensé, Hélène ?» dit-il soudain. « Pourquoi ne pas organiser une petite réunion pour célébrer ta guérison ? Invitons les parents, les amis, pour que tout le monde se réjouisse avec nous. » Louis se figea un instant.
Une fête ne figurait pas dans ses plans, mais un refus aurait éveillé les soupçons. Bonne idée, accepta-t-il. Juste pas trop grande, je suis encore faible. Bien sûr, juste 30 à 40 personnes. Seulement les plus proches. Hélène préparait déjà mentalement la liste des invités. Les plus proches, toutes leurs connaissances, tous les parents, tous ceux qui connaissaient la maladie de Louis et qui avaient compati avec Hélène pendant 8 mois. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Hélène appela toutes ses connaissances, les invitant à la fête de guérison. Les gens étaient heureux. Beaucoup pleuraient de joie. Ils s'étaient tous beaucoup inquiétés pour Louis. Sophie reçut également une invitation. Au téléphone, elle dit « Hélène, je suis si heureuse. Enfin, Louis guérit. Bien sûr, je viendrai. Je viendrai sûrement. » Quelle excellente actrice, pensa Hélène. Elle joue le rôle de la parente attentionnée jusqu'au bout. La veille de la fête, Louis commença à s'énerver. « Hélène, ne célébrons-nous pas un peu trop tôt? Et si mon état s'aggrave? » « Il ne s'aggravera pas, » répondit-elle avec assurance. « Je sens que tout ira bien. » Elle avait un pressentiment, et son pressentiment ne la trompait pas. Tout irait bien pour elle. Mais pour Louis et Sophie, le jour du jugement pour 8 mois de mensonges et de trahison approchait. C'était un samedi ensoleillé, bien qu'on soit déjà en octobre. Le restaurant L'Auberge du Lion d'Or se trouvait au centre-ville, dans un bel immeuble de 2 étages avec de grandes fenêtres et des salles spacieuses. Hélène arriva en avance pour vérifier que tout était prêt. Le gérant, un homme un peu corpulent, l'accueillit. « Tout est prêt, madame, comme vous l'avez demandé. Le projecteur est installé, le micro a été testé, les tables sont dressées pour 40 personnes. » Hélène acquiesça en ajustant nerveusement son sac. À l'intérieur se trouvaient les enregistrements sur une clé USB, les photos des faux certificats médicaux et une autre surprise qu'elle avait préparée pour ce jour. Les invités commencèrent à arriver. Vers 19h, les parents des différentes parties de la ville arrivèrent. Tantes, oncles, cousins, voisins, collègues et vieux amis. Tous bien habillés, avec des fleurs et des cadeaux, le visage heureux. Beaucoup ne s'étaient pas vus depuis des mois. La maladie de Louis les avait rapprochés, mais ils n'avaient pas eu le temps de se rencontrer. Madame Dubois, la voisine, s'approcha d'Hélène et la serra fort dans ses bras. « Hélène, mon enfant, je suis si heureuse. J'ai prié pour Louis pendant des mois. Où est notre héros? Il arrive bientôt, » sourit Hélène. Il met un peu de temps à se préparer, il veut être présentable. En réalité, Louis avait essayé jusqu'au dernier moment d'éviter la fête, se plaignant de faiblesse, mais quand il comprit qu'un refus serait suspect, il accepta. Il arriva dans un costume neuf que, comme Hélène le comprenait maintenant, il avait acheté avec son argent pour sa fuite avec Sophie. « Mes chers !» Louis entra dans la salle, s'appuyant sur une canne. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient vifs. « Je suis si heureux de vous voir tous. » Les invités l'entourèrent, le serrant dans leurs bras et le félicitant pour sa guérison. Louis accepta les félicitations comme un héros qui avait vaincu une grave maladie. « Louis, comme tu as maigri !» dit une de ses tantes en pleurant. « Mais l'essentiel, c'est que tu es en vie. Tu es avec nous. » « Oui. » « Ce n'était pas facile, » répondit Louis doucement. « Mais grâce à Hélène et à vous tous, j'ai surmonté l'épreuve. » Sophie arriva parmi les dernières. Elle était magnifique dans une nouvelle robe noire, avec une coiffure soignée et des chaussures chères. Elle s'approcha de Louis, le serra fort dans ses bras. « Louis, mon chéri, je me suis tellement inquiétée pour toi. Hélène, tu ne sais pas combien de nuits blanches j'ai passé à prier pour lui. » Hélène regarda la scène et s'étonna de leur audace. Sophie jouait si bien qu'elle croyait peu, être elle-même à ses propres larmes. « Sophie, merci pour ton soutien, » dit Louis avec reconnaissance. « Tu es comme une sœur dans notre famille. »« Autrefois, » murmura Hélène pour elle-même. « Autrefois, mais plus maintenant. » Le dîner se déroula dans la joie. Les gens partageaient des souvenirs. Ils racontaient comment ils s'étaient inquiétés pour Louis, comment ils avaient prié pour lui. Beaucoup pleuraient de joie en regardant l'homme en convalescence. Oncle Robert, le frère du père décédé d'Hélène, se leva, un verre à la main. « Je voudrais porter un toast à notre Louis, à son courage, à sa lutte, et à Hélène, l'épouse la plus fidèle du monde. »« À Hélène !» dirent les invités en chœur. « À la meilleure des épouses !» Hélène se leva, remerciant tout le monde d'un signe de tête. Le moment de la partie la plus importante était venu. « Mes chers, » dit-elle au micro, « merci beaucoup d'être venus. Ces 8 mois ont été la période la plus difficile de ma vie, mais grâce à votre soutien,
Nous l'avons surmonté. La foule murmura son approbation. Louis était assis, le visage satisfait, acceptant les félicitations de ses voisins de table. Et maintenant, je voudrais vous dire la vérité sur ce qui s'est passé pendant ces mois, continua Hélène. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Louis leva la tête, sentant quelque chose d'étrange dans la voix de sa femme. La vérité sur la façon dont mon mari a courageusement lutté contre la maladie, les sacrifices que nous avons faits pour sa guérison et les choses merveilleuses que j'ai découvertes en chemin. La salle devint silencieuse. Les invités écoutaient attentivement, s'attendant à une histoire émouvante sur la victoire contre le cancer. Pour commencer, écoutez ceci. Hélène fit un signe de tête au gérant, et la voix familière de Louis retentit dans les haut-parleurs. Sophie, je te le dis, elle ne se doute de rien. Quelle idiote! Elle vient de courir à la pharmacie. Elle a sûrement dépensé son dernier sou pour mes médicaments. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les gens ne comprirent pas immédiatement ce qu'ils entendaient, mais la voix dans les haut-parleurs continua. Elle a même utilisé l'héritage de sa mère. Imagine osage 0 euro. Je pensais que cette avare d'Isabelle ne donnerait jamais d'argent. Mais elle en a quand même donné. Le visage de Louis devint blanc comme un linge. Il essaya de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Sophie était assise, la bouche bée, cherchant de l'air comme un poisson. « Sophie, je te le dis, elle est tellement stupide, » dit la voix en riant dans les haut-parleurs. Il ne lui est même pas venu à l'esprit de vérifier les certificats médicaux à l'hôpital. Les invités commencèrent à se tourner vers Louis, ne comprenant pas ce qui se passait, et l'enregistrement continua. « Tu te souviens quand je pleurais à côté d'elle, quand tu faisais semblant d'être très mal en point ?» C'était la voix de Sophie. Elle était si reconnaissante de mon soutien. « Oui, tu as très bien joué la comédie. » Maintenant, tout le monde avait compris. La salle commença à gronder. Quelqu'un cria de colère. Quelqu'un n'en croyait pas ses oreilles. « Louis !» Oncle Robert se leva avec colère. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais Hélène n'avait pas encore terminé. Elle alluma le projecteur, et sur le mur apparurent les images agrandies des certificats médicaux. « Et voici les documents qui ont servi de base à la guérison de mon mari, » dit-elle calmement. « Observez les tampons, les signatures des médecins, les noms des médicaments. Même pour un profane, il est évident que les papiers sont des faux, les tampons sont de travers, ils ont manifestement été signés par des mains différentes. Il manque une lettre au nom d'un médicament. Louis n'a jamais eu de cancer, dit Hélène clairement. Il a fait semblant d'être mourant pendant 8 mois, tout en planifiant de s'enfuir avec mon argent, avec ma propre cousine. Sophie se leva de table. Hélène, qu'est-ce que tu racontes? Quelle fuite? Je ne comprends rien. Mais Hélène lança un autre enregistrement. Demain, je ferai semblant d'aller beaucoup plus mal. Je lui dirai que j'ai besoin d'une opération urgente à l'étranger. Elle retira le dernier argent. Et le lendemain, nous serons dans le bus. Le soir, nous serons à Genève. Et j'ai déjà loué un appartement à Genève, comme nous en avions convenu, répondit la voix de Sophie. Maintenant, plus personne n'avait de doute. Les invités se levèrent de leur table, entourant Louis et Sophie. La colère se lisait sur les visages des gens. Ils avaient été trompés pendant 8 mois. On avait joué avec leur compassion et leur bonne volonté. « Ordure !» cria une tante. « Comment as-tu pu faire ça à ta femme ?»« Animal !» dit oncle Robert. « Nous avons prié pour toi. Nous nous sommes inquiétés. » Louis essaya de s'expliquer. « Ce n'est pas vrai. Il y a une explication. »« Hélène, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Hélène sortit une autre clé USB de son sac. « Et ceci est une vidéo de notre chambre. Elle a été faite il y a 1 semaine, quand j'étais censée travailler. » Sur l'écran, des scènes apparurent qui choquèrent tout le monde. Louis et Sophie dans le lit d'Hélène. En bonne santé, heureux, faisant l'amour. Ensuite, ils étaient allongés l'un contre l'autre, planifiant leur fuite. « Encore 1 semaine, » disait Louis sur l'enregistrement. « Ensuite, la liberté. Nous vivrons à Genève comme un roi et une reine. Avec mon argent, » ajouta la voix de Sophie en riant. Les invités étaient stupéfaits. Beaucoup de femmes pleuraient, non de joie, mais de rage. Les hommes serraient les poings. « Honte à vous !» criait-on de toutes parts. « Comment avez-vous pu tromper comme ça ?» Louis et Sophie essayèrent de s'enfuir vers la sortie, mais ils furent encerclés. Les gens ne les laissaient pas partir, exigeant des explications. « Je vous rendrai tout !» cria Louis. « C'est juste un malentendu. »« Quel malentendu ?» demanda Hélène froidement. « Un malentendu de 8 mois et de 90 000 euros ?» Une tante s'approcha de Sophie et la gifla. « Vipère, comment as-tu pu trahir ta propre cousine ?»« Ce n'est pas ma cousine !» cria Sophie. « C'est toujours elle qui a eu le meilleur. La maison de ses parents. Un bon mari. Un bon mari. »
Hélène rit amèrement. Prends-le, il est à toi. Mais il y a encore une chose. Le gérant du restaurant apporta le téléphone à Hélène. C'est ta mère qui appelle. Hélène prit le téléphone. Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Hélène, j'ai une nouvelle pour toi. Je suis allée à la banque aujourd'hui. Vos comptes joints avec Louis sont bloqués depuis 3 jours suite à une plainte pour fraude. Comment ça, bloqué? J'ai porté plainte à la police. J'ai joint les enregistrements audio comme preuve. Tous vos comptes joints sont gelés jusqu'à la fin de l'enquête. Louis entendit ces mots et devint encore plus pâle. Cela signifiait qu'il n'avait pas d'argent et nulle part où en trouver. Et de plus, continua Isabelle au téléphone, les policiers sont déjà en route. Je les ai appelés. Je leur ai dit qu'il y avait des preuves de fraude à grande échelle. Hélène se tourna vers les invités. Chers invités, dans quelques minutes, les policiers arriveront. Je pense qu'ils seront intéressés d'écouter les enregistrements et de voir les faux papiers. Louise et Sophie comprirent qu'ils étaient piégés. Ils coururent vers la sortie, mais oncle Robert et quelques autres hommes leur barrèrent le chemin. Vous n'irez nulle part. Vous répondrez de vos actes. À ce moment, 2 policiers entrèrent. L'officier le plus gradé s'approcha d'Hélène. C'est vous qui avez porté plainte pour fraude? Ma mère. Voici les preuves. Hélène remit au policier la clé USB avec les enregistrements et les photos. Les officiers examinèrent rapidement les documents. Louis Dubois, dit l'officier principal au mari d'Hélène, qui ne savait que dire. Nous vous arrêtons pour escroquerie en bande organisée. Sophie Martin, nous vous arrêtons également pour complicité. Les policiers menottèrent Louis et Sophie. Les invités s'écartèrent pour les laisser passer. Hélène, cria Louis. Réfléchis à ce que tu fais. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu as raison, répondit Hélène calmement. Ça fait 5 ans que tu me trompes, et les 8 derniers mois ont été les pires. Hélène, ma cousine, pleura Sophie. Pardonne-moi, je le regrette. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas? Hélène diffusa le dernier enregistrement. Nous vivrons comme un roi et une reine avec mon argent. C'est ta voix, Sophie. C'est ce que tu voulais. Les policiers emmenèrent les escrocs. Les invités partirent lentement. Ils n'en croyaient toujours pas ce qu'ils avaient vu et entendu. Beaucoup allèrent voir Hélène, lui serrèrent la main et admirèrent son intelligence et son courage. « Hélène, tu es un génie, » dit oncle Robert. « Tu as bien fait de leur donner une leçon, pour qu'ils apprennent. On ne peut pas tromper les gens honnêtes. » Quand la salle fut vide, Hélène resta seule. Elle était assise à une table, regardant les fleurs et les cadeaux laissés derrière. Le cauchemar de 8 mois était terminé. Les traîtres avaient été punis, la justice avait triomphé. Mais au lieu de joie, elle ressentait un vide. 5 ans de sa vie avaient été un mensonge, et bien qu'elle ait gagné, cette victoire était amère. Le lendemain de la révélation, Hélène se réveilla dans l'appartement de sa mère. Elle ne voulait pas retourner dans leur maison. Là-bas, tout lui rappelait la trahison. Isabelle prépara le petit déjeuner et posa silencieusement une tasse de café devant sa fille. « Comment vont nos escrocs » demanda Hélène doucement. « L'enquêteur a appelé » répondit sa mère. Louis et Sophie sont en prison. Une procédure pénale a été ouverte contre eux pour escroquerie en bande organisée. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Miss Adelaide. Hélène acquiesça. C'était juste, mais elle ne ressentait aucun triomphe, seulement de la fatigue. Et la maison? La maison reste à toi. Elle est à mon nom, et tu en hériteras. Louis ne pourra plus y vivre. En une semaine, la nouvelle du scandale fit le tour du quartier. Les gens parlaient de l'histoire de Louis dans les magasins, aux arrêts de bus et dans les files d'attente. Hélène devint célèbre dans son quartier, la femme qui avait démasqué la fraude de son mari. Mais cette renommée était lourde. Beaucoup la regardaient avec pitié. Pauvre Hélène, qui a été si trompée. D'autres admiraient son intelligence et sa détermination. Certains chuchotaient dans son dos. Peut-être qu'elle a aussi fait une erreur, c'est pour ça que son mari l'a quittée. 10 jours plus tard, Hélène décida de retourner dans leur maison. Elle ouvrit la porte et entra dans le vestibule silencieux. Le silence et une odeur de renfermé l'accueillirent. Sur la petite table, il y avait encore le sac de pharmacie qu'elle avait apporté ce jour-là. Elle monta dans la chambre. Le lit était encore en désordre, tel qu'il était resté après l'arrestation de Louis. Sur la table de chevet, les faux papiers que les policiers n'avaient pas emportés, comme preuve pour le tribunal. Hélène rassembla toutes les affaires de son mari dans de grands sacs. Vêtements, chaussures, livres, documents, tout ce qui lui rappelait leurs 5 années de mariage. Elle travaillait en silence, systématiquement, sans se permettre de pleurer. Le lendemain, la mère de Sophie, tante Suzanne, arriva.
La femme avait vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Hélène, ma fille, » commença-t-elle en entrant. « Pardonne à ma fille. Je ne sais pas ce qui lui a pris. C'est une honte pour toute la famille. » Hélène invita sa tante dans le salon. Elle prépara du thé. En regardant la femme, elle comprit qu'elle était aussi une victime, comme les autres. « Tante Suzanne, je ne vous en veux pas. Sophie est adulte. Elle doit répondre de ses actes. Mais vous êtes parente, comment a-t-elle pu faire ça à sa cousine? Je ne l'ai pas élevée comme ça. Vous savez, je ne comprends pas non plus. Je pensais que nous étions proches, mais il s'est avéré qu'elle m'en voulait. » Tante Suzanne fondit en larmes. Elle a été renvoyée de son travail. Le directeur a dit qu'une telle personne ne pouvait pas faire partie du corps enseignant. Comment pourrait-elle enseigner l'honnêteté aux enfants si une escroc est parmi ses professeurs? Sophie était institutrice dans une école locale. « Et maintenant, on la met aussi à la porte de son appartement », continua tante Suzanne. Elle avait contracté un prêt pour leur projet à Genève. Maintenant, la banque réclame la totalité de la somme. Hélène écoutait et ne savait pas quoi ressentir. De la pitié, de la colère ou simplement rien. Un mois plus tard, des nouvelles de Louis arrivèrent. De la prison municipale, il avait été transféré dans un centre de détention. L'enquête était terminée. Le tribunal l'avait condamné à 7 ans de prison. Sophie avait écopé de 5 ans avec sursis, car elle avait été considérée comme une complice moins active. « Tu veux le voir » demanda sa mère. « Non » répondit Hélène fermement. « Je n'ai plus rien à lui dire. » La vie reprit lentement son cours normal. Hélène continuait de travailler à la papeterie, mais maintenant, le propriétaire lui avait proposé le poste de directrice adjointe. Son salaire avait également augmenté. Elle pouvait enfin manger correctement, acheter de nouveaux vêtements et ne plus avoir à compter chaque centime. Les voisins la regardaient maintenant différemment. Madame Dubois était toujours gentille. « Hélène, tu es une héroïne. Tu as bien donné une leçon à ces ordures. » Mais il y avait d'autres opinions. L'autre voisine, une autre femme, dit un jour « Je pense qu'elle a été trop cruelle. C'était quand même son mari pendant 5 ans. Ils auraient pu divorcer en silence. Il n'était pas nécessaire de l'humilier devant toute la ville. » Hélène ne discuta pas. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Elle avait fait ce qu'elle jugeait juste. L'argent revint lentement. Les 20 000 € de sa mère furent restitués sur son compte, plus environ 8 000 € récupérés auprès de Louis par le tribunal. Pas tout l'argent dépensé, mais c'était une grande aide. La maison changea. Hélène réorganisa les meubles, changea les rideaux et jeta tout ce qui lui rappelait Louis. Elle transforma la chambre en bureau, acheta un ordinateur, un bureau, et le soir, elle commença à étudier le marketing en ligne. « Tu sais, maman, » dit-elle à sa mère pendant le dîner, « c'est comme si je renaissais. J'ai vécu pour quelqu'un d'autre pendant 5 ans, maintenant je vis enfin pour moi. »« Et comment te sens-tu » sourit Isabelle. « Un peu étrange mais heureuse. » Le plus difficile fut de s'habituer à la solitude. Pendant 5 ans, elle avait soigné son mari, planifié pour eux deux, et toujours consulté avec lui. Maintenant, elle devait décider seule. Mais elle n'avait plus besoin d'économiser sur la nourriture, d'acheter des médicaments et de supporter ses plaintes. Hélène découvrit avec surprise qu'elle avait ses propres centres d'intérêt et ses rêves, qu'elle avait oubliés depuis des années. 3 mois après le verdict du tribunal, elle reçut un appel. « Hélène, c'est Émilie, la mère de Louis. » Hélène fut surprise. Son ex-belle-mère vivait dans un autre département. Elles se parlaient rarement, seulement pour les fêtes. « Je voudrais te parler, » continua la femme. « Pouvons-nous nous rencontrer ?» Elles se retrouvèrent dans un café près de la gare routière. Madame Émilie semblait fatiguée et vieille. Elle s'assit en face d'Hélène, commanda un thé et resta silencieuse un long moment. « Hélène, je suis venue pour te demander pardon, » dit-elle enfin. « Pour mon fils, pour ce qu'il t'a fait. Madame Émilie, ce n'est pas votre faute. C'est ma faute. Je lui ai trop pardonné. Je l'ai protégé toute ma vie. C'est pour ça qu'il est devenu égoïste et menteur. » La belle-mère raconta que Louis aimait déjà mentir dans son enfance. À l'école, il faisait semblant d'être malade pour ne pas y aller. À l'université, il trompait les professeurs, puis au travail, ses collègues. Je pensais qu'en t'épousant, il changerait. Tu es si bonne, si honnête. Mais il t'a aussi trompée. Il m'a trompée pendant 5 ans, sourit amèrement Hélène. Tu sais ce qu'il m'a écrit de prison? Que c'est toi la responsable de ce qui lui est arrivé. Que tu l'as poussé à la fraude par ta méfiance. Hélène ne fut pas surprise. Louis restait fidèle à lui-même jusqu'au bout, blâmant tout le monde sauf lui. « Ne le crois pas, » la supplia Madame Émilie. « S'il te demande de revenir après sa libération, n'accepte pas.
Il ne changera pas. Je n'accepterai pas, répondit Hélène fermement. Ce chapitre de ma vie est clos. La belle-mère partit, et Hélène resta longtemps assise dans le café, pensant au passé. Les 5 années de mariage n'avaient pas été du temps perdu. Elle avait beaucoup appris. Elle avait appris à être patiente, à se sacrifier et à prendre soin des autres. Mais maintenant, il était temps d'apprendre à prendre soin d'elle-même. Quelques années passèrent. Hélène réussit à divorcer de Louis en raison de son affaire criminelle, et pour la première fois depuis de longues années, elle sentit qu'elle voulait vivre. Elle était heureuse dans son travail. Elle était devenue directrice de magasin à part entière. On lui proposa même d'ouvrir une nouvelle boutique sous sa direction. En avril, un homme entra dans le magasin. Il avait environ 35 ans, grand, sportif, avec des yeux gentils. Il achetait des fournitures scolaires. « Vous êtes professeur ?» demanda Hélène en préparant la facture. « Pierre », dit l'homme. Pierre devint un visiteur régulier. Parfois, il avait besoin d'un stylo, parfois d'un cahier. Toujours poli, toujours souriant. Lentement, leurs conversations s'allongèrent. « Voudrais-tu aller au cinéma ?» proposa Pierre un jour. Hélène hésita. Après Louis, elle ne pensait pas aux hommes. Mais il y avait quelque chose de séduisant chez cet homme. « D'accord », accepta-t-elle. Pierre était exactement tel qu'il paraissait. Honnête, ouvert et sans mauvaise intention. Il travaillait à l'école depuis 10 ans, vivait avec sa mère et n'avait jamais été marié. « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» dit-il en riant. « À 35 ans, je suis toujours célibataire. Tu n'as juste pas encore trouvé la bonne personne, » répondit Hélène. « Ou peut être qu'elle ne m'a pas encore trouvé, » la corrigea doucement Pierre. Leur relation évolua lentement. Pierre ne se pressait pas. Il comprenait ce qu'Hélène avait traversé. Il se promenait dans le parc, allait au cinéma et parlait de la vie. « Je connais l'histoire de ton ex-mari, » avoua-t-il un mois plus tard. Toute la ville en a parlé. Hélène se tendit, s'attendant à un jugement ou à de la pitié. « Et qu'en penses-tu » ? « Je pense que c'était un parfait idiot, » répondit Pierre sérieusement. En juin, alors que leur relation devenait sérieuse, quelque chose d'inattendu se produisit. Hélène rentrait du travail et, à la gare routière, elle vit une silhouette familière. Louis se tenait près du guichet, sale, mal rasé, avec de vieux vêtements. À côté de lui, un sac à dos usé. Il essayait de demander de l'argent aux passants pour un billet de bus. « Louis » l'appela Hélène. L'homme se retourna et ne reconnut pas immédiatement son ex-femme. Hélène s'était embellie ces derniers mois. Nouvelle coiffure, beaux vêtements et assurance. « Hélène » s'exclama-t-il. « Quelle chance de te rencontrer. Peux-tu m'aider ? Je dois juste aller dans la ville voisine. On m'a promis un travail là, bas. » Elle regarda l'homme pitoyable et ne reconnut pas en lui le mari avec qui elle avait vécu pendant 5 ans. « Je suis sortie plus tôt, » expliqua rapidement Louis. « Pour bonne conduite. Je veux remettre ma vie en ordre, travailler honnêtement. » « Et Sophie ? » ?»« Rien, on ne se parle plus, » fit Louis d'un geste de la main. Hélène sortit son portefeuille et en retira 25 €. « Assez pour le billet de bus. »« Merci, » dit Louis joyeusement. « Je te rembourserai dès que j'aurai trouvé du travail. »« Tu n'as pas besoin de rembourser, » dit Hélène calmement. « Mais nous ne nous reverrons plus. »« Hélène peut être qu'on pourrait parler. J'ai beaucoup appris. J'ai changé. » « Tu n'as pas changé, Louis. Et tu ne changeras pas. Tu as choisi de me tromper pendant 8 mois pour de l'argent. Maintenant, assume les conséquences de ton choix. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna sans se retourner. Derrière elle, elle entendit sa voix. « Hélène, Hélène, attends !» Mais elle ne s'arrêta pas. Cette rencontre fut le point final de leur histoire. Le soir, Hélène raconta à Pierre sa rencontre avec son ex-mari. « Et que ressens-tu » demanda-t-il. « Du calme. Même pas de pitié. Juste la certitude d'avoir bien agi. Regrettes-tu quelque chose ? D'avoir gaspillé 5 ans de ta vie avec lui ? Oui, je le regrette. Mais sans cette histoire, je ne t'aurais pas connu. » Pierre lui prit la main. « Hélène, je veux que tu saches. Avec toi, je serai toujours honnête. Même si la vérité fait mal. »« Je sais, » sourit-elle. « C'est pourquoi je te fais confiance. » Avant la fin de l'année, Pierre la demanda en mariage. Leur mariage fut simple, seules les personnes les plus proches y participèrent. Isabelle pleura de joie en regardant sa fille dans sa robe blanche. « Maintenant, le vrai bonheur est à toi, » murmura-t-elle. Et Hélène regarda Pierre et pensa à quel point il est important d'apprendre à reconnaître le mensonge pour pouvoir apprécier la vérité. Les 8 mois de tromperie lui avaient appris la leçon la plus importante. L'honnêteté n'a pas de prix.
et la confiance se mérite chaque jour.